crois que malheureusement, la première question, s'adresse à la première personne. Il n'y a peut-être pas de question. La question, c'est est-ce que vous avez parlé de la récupération d'eau de pluie? Si oui, il n'y a pas de question. Sinon, est-ce que c'est utile? Récupérer l'eau de pluie, ça peut servir à alimenter en eau et peut-être atténuer les crues de certains cours d'eau. Oui. Alors non, effectivement, on n'a pas parlé de récupération d'eau de pluie. La collectivité a récemment acquis la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques. Donc il y a tout un travail qui est en place et des réflexions qui pour l'instant ne sont pas encore abouties, mais c'est des sujets effectivement à intégrer et à traiter. Une autre question? Une autre question, je vois une main levée là, dans le haut de la salle, puisque ce matin on a un petit peu négligé le haut de la salle. Ah oui, après donc. On fait le haut d'abord. Ouais, mais il est monté. On te repassera la parole. Il était en bas ce matin, il est monté, donc en fait, ça c'est triché ça. Voilà. C'est de l'adaptation ça. Si le haut de la salle peut en placer une, je voudrais simplement souligner le fait que il a été fait peu mention de la pression potentielle des migrations liées à des problèmes de changement climatique aigus. L'Occitanie est au bord de la Méditerranée. On sait qu'il y aura environ plus 1 milliard de personnes dans le continent d'en face, avec des contraintes climatiques très fortes et peu de ressources en technologie et en gouvernance durable, si je puis dire. Est-ce que ce problème-là est traité ou est-ce qu'on considère qu'il est d'une envergure internationale excessive par rapport à la taille de l'Occitanie et donc ça sera traité à un autre niveau politique? Qui souhaite répondre? Question difficile. Occitanie. Enfin, nous, on n'a pas de réponse spécifique sur l'Occitanie. Il faudrait que ce soit la région qui réponde. Mais dans nos scénarios, on utilise les travaux de l'INSEE avec des projections. Je pense que le GIEC, c'est pareil. Les projections démographiques peuvent être quand même très larges. Enfin, bon. Nous, on a pris le scénario moyen INSEE. Oui, Pascal. Oui, Pascal Bourreau, conseil départemental de Haute-Garonne. Je voulais poser une question et apporter un témoignage en même temps. J'ai bien apprécié l'intervention de David Laurent là, sur le panel de solutions en fait. Et c'est vrai que le rôle des territoires et des collectivités locales est très important pour agir. Il y a beaucoup de leviers qui permettent d'agir. Alors il y en a un en particulier que je trouve qui est parfois un peu négligé, c'est l'éducation. Et à travers l'éducation, on peut justement porter un discours qui va prendre de l'ampleur au fil des années. Et les mobilisations citoyennes de la jeunesse nous encouragent justement à aller dans ce domaine. Alors, un petit exemple, là, en tant que conseiller départemental, là, je pilote un syndicat mixte qui s'appelle Haute-Garonne Environnement, qui regroupe 280 communes, et on essaie de développer des outils pédagogiques dans tous les domaines du développement durable. Celui qui a été réalisé l'année dernière s'appelle d'ailleurs Agir pour le climat, afin de toucher du doigt ce qui peut être fait par les enfants et par les plus grands. Et on peut compter, me semble-t-il, sur les jeunes pour aussi éduquer leurs parents pour justement obtenir un changement de comportement qui est certainement pas suffisant. Il faut aussi qu'au plus haut niveau, on prenne les bonnes dispositions pour changer le mode de développement, changer le mode de production d'énergie. Mais je pense que, comme l'océan est fait de toutes petites gouttes, chaque petite goutte peut compter pour l'avenir. Peut-être David Laurent, il y avait le volet formation qui était mentionné dans les leviers. Oui, et je vais répondre avec 2 éléments. Donc le premier qui est évidemment celui auquel on pense en premier, c'est la préparation des générations futures, en particulier le rôle qu'on va avoir, en particulier les plus jeunes enfants sur la sensibilisation des parents. Genre, c'est pas un hasard qu'il y ait beaucoup d'actions sur le tri qui vise les enfants, parce qu'on sait qu'à la maison, ça va être les premiers ambassadeurs et qu'ils vont être les premiers à convaincre leurs parents. Et ensuite, plus globalement, il y a un certain nombre d'initiatives aujourd'hui. Je pense entre autres au manifeste étudiant pour un réveil écologique, donc, qui a été signé par entre 25 000 et 30 000 étudiants, et qui est une demande des étudiants à leurs futurs employeurs, aux politiques, pour la prise en compte de ces éléments de durabilité
dans leur politique, que ce soit politique au sens démocratique ou politique d'entreprise. Ensuite, il y a un deuxième élément qui là est peut-être plus, qui va toucher plus les entreprises, c'est le besoin de compétences liées à ces sujets. Et on le voit à tous les niveaux. Que ça soit par exemple, on va prendre l'exemple du bâtiment. Quand on regarde qu'est-ce qu'il faut, les transformations qu'il faut faire dans le monde du bâtiment pour atteindre les objectifs, en particulier de rénovation énergétique, on se rend compte que ça transforme la façon de travailler. On va avoir besoin d'artisans qui soient capables de parler entre eux, qui soient capables de comprendre toutes ces thématiques d'isolation, d'efficacité énergétique, de confort et de réflexion, je dirais, commune sur ces sujets. Et ça doit également se faire par la formation. Et même ensuite, on peut prendre tout à fait un autre niveau, que ce soit dans les entreprises, en particulier les directions financières, l'intégration du risque climat dans les calculs d'investissement, dans les calculs de risque. C'est des choses aujourd'hui qui sont où il y a un besoin en fait. Et en particulier, là où la finance climat est quelque chose qui recrute en ce moment, et il y a du mal à trouver des profils qui sont capables d'avoir ces diversités de compétences. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver un peu partout. Je dirais la compétence clé, c'est cette dimension transversale et intégrative, d'être à même, en plus d'avoir une compétence, je dirais, technique, d'être capable de replacer sa compétence technique dans un paysage plus global. Et ça, c'est quelque chose qui va être de plus en plus demandé et de plus en plus nécessaire dans les années à venir. Autre question? Oui. J'avais juste c'était une question et une remarque par rapport aux présentations. Donc là, il y avait, j'ai pas retenu les noms des personnes, mais c'était la personne qui parlait de négawatts. Donc j'ai entendu un mot qui... Christian Couturier. Voilà, Monsieur Couturier, qui m'a fait sursauter, c'est le contexte de neutralité climatique. Et en fait, clairement, je ne recommande pas l'usage de ce mot, pour la simple et bonne raison qu'en fait, les négociations climatiques l'ont retiré, parce que la neutralité climatique fait intervenir des questions en rapport à la géo-ingénierie. Et clairement, la géo-ingénierie, c'est pas forcément des gens qui sont très amis des questions d'atténuation ou des questions d'atténuation, enfin ou d'adaptation. Donc c'est vraiment, en fait, je serais très très prudent à utiliser ce terme. Donc vraiment, le concept de neutralité carbone, c'est le terme consacré, c'est le seul terme qu'on devrait utiliser aujourd'hui, et pas les concepts de neutralité climatique. Après, en ce qui concerne la partie finance, j'ai une interrogation, c'est est-ce que parmi les leviers que vous citez à la fin, est-ce que vous n'avez pas oublié le terme de recherche? Parce qu'il n'est pas présent sur votre dernière slide, et j'ai l'impression que c'est un point qui manque lorsqu'on parle de solutions. Une vraie évaluation scientifique et objective de toutes ces solutions qui sont portées sur le tapis. Je réponds juste sur la neutralité climatique, j'ai repris l'expression d'Andreas. Oui, Andreas l'a utilisé ce matin. Voilà. Et pour nous, alors la question de neutralité carbone, en fait, tous les gaz à effet de serre ne sont pas du gaz carbonique. Et donc la neutralité carbone, ça peut être aussi réducteur, parce que ça ne prend pas en compte le protoxyde d'azote, etc. Donc pour moi, entre neutralité carbone et neutralité climatique, peut-être dans les négociations internationales, peut-être que ça n'a pas la même signification, enfin je ne sais pas. Mais que tout ne se résume pas à un terme. Quoi, voilà, c'est ça. Il y avait une autre question. Sur le côté recherche. Alors, oui, vous avez complètement raison. Alors, la recherche est très importante. Ensuite, ça répond vraiment aussi à, là, je dirais presque la portée politique et symbolique qu'on voulait donner à nos travaux, à savoir, il y a toute une frange de pensée qui dit on va trouver un jour une technologie miracle. Dans la philosophie du rapport, ce qu'on voulait dire, c'est avec les technologies existantes aujourd'hui, en les déployant à l'échelle, et là je suis d'accord, on a besoin d'investissement dans la recherche pour massifier les solutions,
Mais les solutions aujourd'hui nous permettent d'atteindre une neutralité carbone. On a les moyens de la faire. Et on n'a pas besoin de se reposer, dans la plupart des cas et pour la plupart des secteurs, sur des investissements massifs en R&D pour développer des solutions nouvelles. Voilà. Après, évidemment, c'était une planche avec 14 points de synthèse. Voilà, donc c'était un exercice compliqué de arriver à ces 14 points, mais votre point est tout à fait bon. Catherine. Une autre question, oui, si. Moi déjà, je voudrais faire un commentaire par rapport aux migrations. Est-ce que la solution, la meilleure, c'est pas que les gens n'aient pas envie de migrer, c'est-à-dire en fait électrification, réduire les déséquilibres nord-sud, enfin tout ce que l'on voit dans les rapports du GIEC et puis qui sont inspirés par les travaux de sociologues comme Gémen et compagnie. Enfin, moi je pense que c'est vraiment une chose super importante que de laisser le droit et le plaisir aux gens de rester chez eux et de ne pas avoir à en fuir pour des conditions, en raison de conditions violentes. Ma question s'adressait surtout à l'EPE. Elle est de deux types. J'ai pas pu voir vraiment les types de logos que vous présentiez, mais comment se positionnent des grosses entreprises qu'on sait très amatrices du greenwashing, comme les banques ou les entreprises pétrolières, etc., quand ils discutent avec vous, parce que pour l'instant, ils nous montrent pas vraiment, au moins du moins vu par le public, des efforts conséquents. Et la deuxième chose sur la recherche, je ne suis pas convaincue qu'il n'y ait pas encore beaucoup de travaux à faire. Et là, je vais faire référence à ce qui a été posé comme question ce matin, c'est sur la ressource. La ressource en métaux extrêmement rares, sur lesquels reposent beaucoup des développements d'énergie renouvelable aujourd'hui. Et donc là, il y a une nécessité de rupture réelle, parce que ces métaux-là, ils sont encore moins durables que le carbone, en fait. C'était pas mon propos de dire que la recherche c'est pas important, ce serait un peu suicidaire de dire ça chez Météo France. Non, c'était non, vraiment mon point c'est de dire on a aujourd'hui ce qu'il faut pour avancer et tout ce que la recherche pourra ensuite apporter viendra faciliter l'effort. Mais on voulait surtout pas donner de l'impression et justement là je vais rejoindre votre premier point sur les accusations vis-à-vis de quel est le rôle des entreprises. On voulait surtout pas donner l'impression que les entreprises demandent de l'argent, parce que la recherche c'est ça, c'est l'entreprise demande de l'argent soit directement, soit via des organismes de recherche publique pour le développement de nouvelles solutions, et qu'on repousse l'effort. Du coup, on reporte l'effort sur les développements de technologies, ou on repousse l'effort temporellement lorsqu'on aura trouvé de nouvelles technologies. Voilà. Donc je réponds à la deuxième question et je commence à répondre à la première du coup. Donc oui, les entreprises que vous avez citées, elles ont participé à l'étude. Donc il y a les plus grands énergéticiens français, donc il y avait Total, Engie, EDF, RTE. Idem pour les banques, il y a BNP, il y avait la Société Générale, le Crédit Agricole. Donc qui ont participé, mais c'était pas les seuls. Mais c'est l'intérêt de l'étude, d'une part, d'avoir fait dialoguer ces entreprises entre elles. Je prends l'exemple qui a été cité un petit peu de la biomasse, où ces entreprises, elles avaient chacune, ou dans leur secteur en tout cas, avaient des roadmaps sectoriels basés sur des projections, etc. Et l'exercice simple qu'on a fait à un moment, c'est de consolider les différentes demandes en biomasse à l'horizon 2050 des différents secteurs. Donc, c'est-à-dire le secteur de la mobilité qui voulait de la biomasse pour faire des biocarburants, l'énergie qui voulait faire de la chaleur renouvelable, les gaziers qui voulaient faire de la pyrogasification ou de la méthanisation, plus ensuite l'industrie qui voulait avoir des biomatériaux. Et là, tout le monde a fait un constat partagé, c'est que même en augmentant la biomasse disponible avec des scénarios d'intensification sylvicole et agricole, en 2050, on n'aurait pas assez de biomasse pour tout le monde. Et là, tout le monde se rend compte que oui, on est obligé de remettre en cause nos stratégies business et d'intégrer ça. Donc je ne suis pas en train de dire, je reste humble par rapport à la portée de ce qu'on a fait, mais voilà, dire ces entreprises, elles ont toutes participé, ça a été porté au plus haut niveau. Donc l'étude elle a été lancée par Jean-Dominique Sénard et Jean-Laurent Bonafé. Donc le premier qui était à l'époque encore président de Michelin et déjà président de Renault, et Jean-Laurent Bonafé, le CEO de BNP Paribas. Donc c'est des gens qui, voilà, qui ont
qui ont travaillé sur ce sujet, qui l'ont dans leur radar et qui nous ont demandé de continuer à travailler sur un certain nombre de sujets. Donc effectivement, c'est des sujets complexes. Ensuite, effectivement, les entreprises, c'est des paquebots, c'est énorme et c'est pas homogène à l'intérieur. Il y a beaucoup, effectivement, il y a des résistances parce que c'est des organisations grosses, larges, complexes. Effectivement, nous, notre métier, notre objectif, c'est de les aider à accélérer cette transition. Donc, je ne dirais pas que tout est rose, mais voilà, ils ont besoin de travailler ensemble, ils ont besoin de travailler avec leur écosystème pour avancer. Et donc, je peux vous donner du coup pas un conseil, mais une suggestion pour la prochaine fois que vous aurez un échange avec une de ces entreprises. Citez-leur ces études, demandez-leur comment est-ce qu'ils l'ont intégré, parce que là, ils ont tous en main les leviers de qu'est-ce que ça veut dire la neutralité carbone. Et donc, s'il y a des choses qui sont pas cohérents avec ça, ils en seront conscients. Donc, vous pouvez au moins leur rappeler qu'ils ont participé à cette étude, qu'il y a leur patron qui l'a vu, et pour poser la question de quand il y a des choses qui vous semblent étranges de la compatibilité. D'accord, donc une façon d'assurer le suivi. Alors une dernière question, parce qu'ensuite il faut laisser du temps pour la pause et puis la dernière table ronde. Bonjour. Ma question va s'adresser à nouveau à Monsieur Laurent, qui est décidément très sollicité, à propos donc des membres de l'association. Je vois donc parmi les premiers, par ordre alphabétique, Groupe ADP, Air France, Airbus, plus loin Total, Vinci, Lafarge. On ne peut pas dire que ce soit des entreprises particulièrement exemplaires par leur action contre la lutte contre le réchauffement climatique. Donc ma question est, qu'est-ce exactement que cette association, est-ce autre chose qu'une entreprise de greenwashing de leur part? Merci pour les applaudissements. Je ne vais pas les prendre personnellement. Non, donc non, c'est pas du greenwashing. Là, en fait, c'est intéressant. Vous avez cité des entreprises. En fait, c'est des grandes entreprises françaises. Et on veut dire ces entreprises, elles sont aussi représentatives du mode de vie français qu'on a. Je veux dire, ces entreprises, elles ont des employés et elles ont un marché. Et ce marché, ces employés, c'est vous. Je suis pas en train de... globalement. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que chacun ne peut pas agir seul et que ces entreprises, elles ont besoin de gens en interne qui les poussent, elles ont besoin de consommateurs qui vont leur dire ça on achète pas. Et si je prends l'exemple du secteur automobile, hier je discutais avec un grand constructeur automobile français et ils ont des objectifs. Il y a une directive européenne qui est d'avoir le taux d'émission moyen du parc automobile en 2030 descendre fortement. J'ai plus exactement le chiffre en tête. Et ils m'ont dit oui, nous on a changé notre gamme de véhicules et théoriquement on peut y arriver. Par contre le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens ils achètent des SUV. En France, c'est 27% des achats de véhicules, c'est des SUV. 27%. Voilà, donc ça montre bien qu'il y a besoin, on peut mettre en place des produits, mais il y a besoin en face. Donc encore une fois, je ne suis pas en train de dire que les entreprises n'ont pas leur part à faire, au contraire, et cette étude, c'était un premier pas, et c'est une preuve qu'il y a une réflexion sur le sujet. Mais voilà, il y a un besoin d'action collective, et cette action collective est là entre citoyens, entre États et entreprises. Donc, merci. Donc, je pense que d'ailleurs cette réponse introduit bien la prochaine table ronde où il sera question de la mise en œuvre de l'ensemble des acteurs et comment finalement on arrive à mettre en mouvement l'ensemble de la société, l'ensemble des acteurs, y compris les citoyens bien sûr. Donc on a une pause de un quart d'heure, 20 minutes si possible. Mais bon, je sais bien que ça ne démarrera pas à 16h, mais 16h10. Il faudrait que vous soyez tous dans la salle pour la prochaine table ronde. Et je vous invite à voir aussi l'exposition qui est dans la partie avant du hall. Donc nos partenaires soutiens ont mis quelques panneaux. Je vous invite à aller les voir. Et un stand également interactif. Et puis également, il y a une exposition qui a été faite par certains des participants. Donc je vous invite à aller les voir.